avec les applaudissements du public. Merci. Success Marketing. Welcome, voilà, tu as ta petite zapette, ça y est, est-ce que tu as pris le C'est coup? bon, c'est ça, Voilà, ça, c'est j'imagine. assez rudimentaire, on a un petit bouton vert, voilà. Parfait. Ça va le faire. marche. Allez, bonne Merci conférence, beaucoup, Émeric. Alice. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je sais, c'est bientôt l'heure du déjeuner, donc je vais essayer d'être ludique. Pour être ludique, je suis parti sur Squid Game. Et nous, on va faire un Squid SEO Game. Pourquoi? Parce que dans Squid Game, vous allez le voir, ça c'est ma petite présentation, mais dans Squid Game, les participants au jeu doivent faire face à pas mal d'épreuves assez complexes pour survivre. Et on va voir que le site web, il peut être très joli, effectivement, comme le disait Alice, mais au fur et à mesure du parcours utilisateur, vous pouvez décrocher parce que vous n'arrivez pas sur la bonne page, parce que le site est lent. Et c'est un petit peu tout ce qu'on va voir, c'est toutes les embûches que vous pouvez rencontrer dans votre parcours utilisateur et tous les problèmes techniques qui peuvent effectivement tuer vos ventes. Donc je suis indépendant, ma société s'appelle Y a pas de quoi parce que j'aime bien partager, rendre service, et très souvent on me disait « Ah merci Émeric, c'est sympa » et je répondais « Y a pas de quoi ». Et comme je cherchais un nom de boîte, je me suis dit tiens, je vais m'appeler Y a pas de quoi. Donc voilà. Et je suis spécialisé dans tous les sites à forte volumétrie de page, France Info, Decathlon en ce moment, pour ne citer que. Et on m'appelle souvent mission de coup de poing quand il y a un problème et j'arrive et j'essaye de boucher les fuites un peu en mode plombier. Donc voilà notre idée. Ne vous inquiétez pas, parce qu'on va parler technique, mais je vais essayer de vulgariser pour que ce soit le plus simple possible. Mon objectif, ce n'est pas de vous montrer du code, mais c'est juste de vous envoyer des concepts, que vous les ayez à l'esprit et que vous puissiez faire le rapprochement, vous, en tant qu'utilisateur, dans votre vie de tous les jours, quand vous surfez avec votre téléphone, et que le site ne marche pas, ou il y a un problème, vous tombez sur une page d'erreur 404. Et on va vraiment passer d'épreuve par épreuve dans Squid Game. Je me suis vraiment appliqué. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Mais voilà, on va voir que chaque épreuve a des challenges. Et en réalité, dans notre parcours utilisateur, les soucis techniques sont aussi un challenge. Et le premier challenge, c'est le 1, 2, 3 soleil de Squid Game. C'est comment arriver le plus rapidement possible sur la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est notre panier, c'est là où on va convertir. Et puis on va naviguer de page en page. Quand je suis sur une page, c'est 1, 2, 3, soleil, je suis sur une page. Voilà. Et après, entre les pages, il faut que j'avance vite. Et la web perf, c'est très important. Alors, vous le savez depuis plusieurs années, on dit qu'un site qui est lent, c'est tant de chiffre d'affaires en moins. On a vu qu'Amazon, quand ils avaient augmenté de je ne sais plus combien, 0,2 secondes leur temps de chargement, ça avait fait augmenter leur vente de X%. Ça, c'est une petite étude neuroscientifique qui a été faite, qui est hyper intéressante, qui montre que le stress qu'on a avec notre téléphone quand on charge une page web est équivalent au stress quand on regarde un film d'horreur. C'est pour vous dire. Donc là, on est vraiment en mode stress-panique et ils ont remarqué que le rythme cardiaque accélérait quand la page ne se chargeait pas. Oui, parce qu'on est complètement connecté à notre téléphone et on a envie que ça aille vite. Et d'ailleurs, quand vous êtes dans les transports en commun, que le réseau est mauvais, si une page ne charge pas, vous faites quoi? Retour en arrière, tant pis, j'irai acheter sur un autre site. Donc c'est pour ça que là, on va parler web perf. Et il y a différents points qui sont importants. C'est important pour le référencement naturel parce que ça a un impact sur les positions. On s'en est rendu compte il n'y a pas longtemps. C'est très important pour Discover. David vous parlera de Discover cet après-midi. Et puis il y a surtout la perception de vitesse. Et ça, c'est très important parce qu'on dit qu'il faut que ça charge vite. Mais en fait, ce qui est important, c'est la perception de vitesse. Imaginez, vous êtes dans un supermarché. Vous êtes à la caisse, vous êtes dans la file d'attente, et il y a plusieurs files, et vous n'êtes pas certain d'avoir pris la bonne file. Et au final, il y a une file à côté, on voit que ça avance un peu plus vite. On va faire quoi? On va aller dans la file d'attente qui avance un peu plus vite. Et même si au final, là, ça se débouche parce que c'était quelqu'un qui avait plein de bons cadeaux à passer, on va aller vers celle qui commence à avancer. Et sur une page web, c'est la même chose. Dès qu'on a des éléments qui commencent à apparaître, même si c'est un peu lent à apparaître, on patiente. Par contre, si on arrive sur une page et que c'est blanc, même si tout charge d'un coup au bout de 5 secondes, c'est trop tard, on est déjà parti. Je vais vous parler d'un indicateur qui est intéressant. On commence à rentrer légèrement dans la technique. Google a envie de proposer des pages qui soient rapides sur son moteur de recherche. Et donc, ils ont mis en place ce qu'on appelle les Core Web Vitals, qui sont des indicateurs de performance. Et le plus important, pour moi, c'est le LCP. Ça veut dire Largest Contentful Paint. Et en gros, c'est l'élément le plus important au premier écran qui s'affiche, donc le plus gros. Quand vous arrivez sur une fiche produit, par exemple, d'un site de e-commerce, très souvent, l'élément le plus gros, c'est l'image principale. Donc, c'est tout ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison. Et donc, on a un LCP pour différents types de pages. Et le LCP, ça va être un titre, une image, un bandeau de cookies. Et pour Google, un LCP qui est bon,
c'est en dessous de 2,5 secondes. Ça veut dire que l'élément le principal de la page doit s'afficher en moins de 2,5 secondes. Et croyez-moi, c'est un vrai challenge parce qu'avec toutes les pubs, les JavaScript dans tous les sens, c'est rapidement très compliqué. Et en gros, quand vous êtes au-delà de 4 secondes, c'est pénalisant à la fois pour vos internautes et à la fois pour les moteurs de recherche. Donc nous, on va essayer d'avoir un LCP qui est performant et qui est rapide. Et là, on voit des exemples de LCP. Donc là, on voit que sur la page des intervenants, c'est la photo d'Alice qui est l'élément principal le plus grand au-dessus de la ligne de flottaison. Sur le site de France Info, c'est le chapeau. Et sur le site du boulanger, c'est la fameuse pop-up de cookies où on a un paragraphe par rapport à la façon dont Chrome calcule l'élément le plus gros au-dessus de la ligne de flottaison. Ça peut changer en fonction de la typologie de page, ça peut changer en fonction du device, parce que sur un ordinateur, ça va peut-être être plus facilement une image qu'un titre, et de l'utilisateur de son parcours. Parce que peut-être que si moi je débarque le premier sur le site de boulanger, je n'ai pas encore accepté les cookies, l'élément le plus important, ça va être ce paragraphe-là, le plus gros, donc ça va être considéré comme LCP. Ça veut dire que plus mon bandeau de cookies met du temps à charger, plus mon LCP va être élevé. Mais si quelqu'un d'autre, par exemple Grégory, t'es déjà allé sur le site de boulanger à plusieurs reprises, si tu y retournes, tu n'as plus de bandeau de cookies, donc ça va être autre chose par rapport à la page sur laquelle tu atterris. Et donc, je vous ai mis les petits raccourcis clavier dans Chrome pour justement, en fonction de la page sur laquelle vous vous trouvez, pour afficher le scoring du LCP. Et ça vous donnera un peu un ordre d'idée de vos pages, la façon dont elles chargent aux yeux de Google. Ça, c'est un peu technique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui m'importe, c'est vraiment d'avoir un serveur qui va être rapide en premier point. Ensuite, c'est vrai que plus on a de JavaScript, vous savez, tous les ABTST, Google Tag Manager, toutes ces choses-là, plus vous en avez, forcément, plus c'est lourd. Et parfois, on charge des scripts qu'on n'utilise même pas. Une fois, j'avais le site d'Automoto, ils avaient tout en bas de leur page, je ne sais pas si vous voyez les petits carreaux, les petits widgets, les petits carrés Facebook pour liker la page ou s'abonner. C'était tout en bas de leur page. Personne ne va jusqu'en bas de la page d'accueil. Et pourtant, c'était l'élément le plus lourd parce que le truc Facebook appelait les petites images, les petites photos de profil des dernières personnes qui avaient liké la page, machin, etc. Et au final, ils avaient un truc qui était lourd et pas forcément utile. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant. Je voulais vous donner, je fais un peu de name dropping. Il y a cette notion de lazy loading. C'est exactement la même chose que quand vous partez en vacances, vous ne connaissez pas la météo. Vous allez prendre un gilet, vous allez prendre des t-shirts à manches longues, des t-shirts à manches courtes, un gros manteau, et puis au final, si ça se trouve, il fait très beau et vous ne servez pas de la moitié des choses qu'il y a dans votre sac. Et bien, le lazy loading, c'est la même chose, c'est quand vous chargez une page web, vous n'allez pas forcément aller jusqu'en bas, et pourtant, si c'est mal fait, vous allez charger tous les éléments. Donc là, techniquement, on peut ne charger que ce qui est visible dans la fenêtre de l'utilisateur. Et d'ailleurs, quand vous scrollez sur des listings produits, vous voyez des fois que les images, elles ne s'affichent pas tout de suite. C'est une bonne pratique, c'est le lazy loading, c'est-à-dire qu'on affiche que ce dont on a besoin. Bon, ça, c'est un petit case study qui dit qu'en gros, Vodafone a amélioré son LCP et du coup, ça a augmenté ses ventes de 8%. Et eux, ils ont fait un A/B test. Ils ont fait des pages qui étaient rapides et volontairement des pages qui n'étaient pas optimisées. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, en améliorant ce LCP, ça boostait leurs ventes. Donc maintenant, vous savez dans Chrome où regarder cet indicateur. Il faut être super pote avec les devs pour qu'ils mettent les choses en place. Et après, vous aurez un site qui sera rapide. Notre deuxième épreuve, après la performance du site, c'est d'afficher des données claires et précises à Google. Et là, on est dans cette épreuve de précision où il faut bien découper le gâteau, sinon ça se casse. Et bien là, on va essayer de bien faire les choses pour donner des éléments digestes à Google. Et on va lui donner une notice de nos pages, et c'est par rapport à ce qu'on appelle, je vais y arriver, les données structurées. Les données structurées, c'est encore plus important aujourd'hui, à l'époque des LLM et des IA, parce qu'en gros, ça consiste à pré-mâcher les informations d'une page avec un système de balisage qu'on appelle du JSON-LD. Donc dans les pages HTML, on indique précisément de quoi parle la page. Est-ce que c'est une recette de cuisine? Est-ce que c'est une fiche produit? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une page qui parle d'une personne? Et là, vous voyez, l'intérêt, c'est que sur des données structurées de type produit, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais on voit là dans cette page de résultats de Google que j'ai un prix qui s'affiche, des petites étoiles, je sais que le produit il est en stock et je sais même que la boutique qui est à côté de chez moi, elle est fermée et elle est à Saint-Germain-en-Laye. Et donc ces données structurées, ces éléments qu'on va mettre dans nos pages web qui vont parler de quoi parle la page, des entités nommées qui sont précisées dans la page, vont nous permettre d'avoir des résultats enrichis. Donc là, c'est les différents types qui sont proposés et supportés par Google. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup plus. Là, j'ai les plus importants, effectivement, c'est les articles, les produits,
Recettes de cuisine pour les sites qu'en font, les vidéos, c'est ce qui vous permet dans les pages de résultats de Google d'avoir un petit picto qui s'affiche à côté de votre page. Donc ça incite au clic. Non seulement ça incite au clic, donc ça c'est le premier objectif, mais il faut savoir que ça rend la donnée beaucoup plus digeste pour Google et les LLM. Donc là, ils en raffolent parce qu'en gros, on leur prémâche le boulon, on leur dit le prix du produit c'est ça, donc c'est une façon d'organiser la data à l'intérieur de nos pages. Et on voit bien sur cet exemple, sur la même requête qui est recette du biscuit de Squid Game d'Algona, à gauche, pas de données structurées, des résultats simples, un lien bleu et un petit descriptif. À droite, des données structurées, et forcément, j'ai des étoiles, je sais combien de temps dure la recette, j'ai une petite image qui s'affiche, ça me donne plus envie de cliquer. Donc là, les données structurées, comment on les implémente? Il y a 4 étapes. La première, c'est de se renseigner. Et la documentation de Google, vous aurez les slides, je crois, après. De toute façon, vous tapez données structurées Google et vous allez tomber sur le premier lien. Est très bien faite et illustre tout. En gros, vous donnez ça aux devs et ils se débrouillent. Vous leur dites, tiens, sur ma page produit, je veux les données structurées produits. Sur la page film, je veux les données structurées film, etc. Il faut savoir que sur la majeure partie des CMS du marché, vous avez déjà des plugins qui vous permettent automatiquement d'intégrer les données structurées. Oui, on ne va pas ouvrir chaque page web, mettre les datas à la main, le prix, est-ce que c'est en stock ou pas. C'est automatisé. Donc il y a plein de plugins, WordPress, WooCommerce, Drupal, Magento, PrestaShop, qui vous permettent de générer automatiquement les données structurées. Comme ça, dans toutes vos pages HTML, vous avez le joli petit code tout beau qui permet à Google et au LLM d'ingérer la data et de mieux comprendre de quoi vous parlez. Être ami avec le dev, ça vous avez compris, c'est extrêmement important. Surtout quand vous lui expliquez au dev à quoi sert le développement. Parce qu'après, il est satisfait aussi de son boulot. Si vous lui dites juste « mets ce bout de code-là dans les pages », hyper frustrant. Déjà qu'il a une to-do longue comme le bras. Donc le SEO, c'est souvent la dernière roue du carrosse, mais croyez-moi que quand ils voient ce que ça fait, ils sont plutôt enthousiastes. Et vérifier l'implémentation via des outils qui existent en ligne. On a un site qui est rapide, on a des données qui sont structurées et claires. Là, vous avez des exemples de case studies sur l'augmentation des clics dans les pages de résultats pour 3 marques. Et on voit qu'effectivement, avec les données structurées, on a beaucoup plus de clics. Maintenant qu'on a mis tout ça en place, il faut que l'utilisateur, quand il arrive sur le site, une fois qu'il a cliqué dans les pages de résultats, il ne faut pas qu'il se casse sur une page qui n'existe pas. Donc là, en plus, j'ai des cases sur la scène, je peux le faire, comme dans le jeu. Là, on va parler d'erreur 404. Tout le monde connaît les erreurs 404 et on va voir un petit peu ce que ça représente techniquement. C'est très souvent une voie sans issue et sur tous les sites, même, j'ai regardé les pages 404 de marques qui sont là aujourd'hui et on n'a pas forcément de rebond. Et pour moi, c'est souvent, on arrive sur une 404, déjà on sait que on ne trouve pas notre truc. Donc si vous n'aidez pas l'utilisateur à aller là où il voulait aller, il ne va pas forcément cliquer sur l'accueil, il va revenir dans les pages de résultats de Google, il va cliquer sur un autre résultat. Donc côté utilisateur, c'est frustrant. Et il faut savoir que Google, les pages d'erreur 404, il n'aime pas trop ça. Parce que, imaginez, vous êtes sur Google, vous cliquez sur un lien et la page est introuvable. Ça veut dire que Google, il donne des données sur des pages qui n'existent plus. Ce n'est pas hyper sérieux. Donc quand une page répond en 404, au bout de quelques jours, semaines, Google, il fait quoi? Il la supprime de son index. Bye bye, plus de page. Et donc ça, c'est dommage pour votre SEO. Et oui, parce que quand Google voit une URL, une fois, ne serait-ce qu'une fois, quand il passe dessus, il la retient à vie. Il la retient à vie, il va revenir la vérifier régulièrement. Tiens, j'avais vu cette page un jour parce que Google a faim. Les LLM aussi, ils ont faim, ils crawlent, ils se promènent sur le web pour prendre toute la data et puis pour vous essayer de la servir. Donc il faut faire très attention quand vous commencez à même créer un produit et puis vous supprimez, vous vous dites « Ah bah tiens, je vais changer l'URL, je vais plutôt le ranger dans telle catégorie », vous allez générer une erreur 404. Voilà. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Là, j'avais un client qui avait changé tout un répertoire de son site. Il n'avait pas fait de redirection. On parlait des redirections juste après. Son trafic, il a fait un drop parce qu'il n'avait pas redirigé l'internaute. Donc là, c'est la partie un peu plus technique, mais il faut juste savoir que ces codes réponses, erreur 404, etc., c'est des échanges qu'il y a entre votre navigateur et le serveur. Et donc, en gros, quand vous demandez une URL qui n'existe pas, ce qui se passe, c'est que le serveur dit je ne connais pas, je ne sais pas quel contenu je dois te renvoyer par rapport à cet identifiant, cette URL. Et donc, il vous renvoie une 404. Donc, c'est transparent pour vous, mais il faut savoir qu'il y a des petites infos codées qui transitent entre le navigateur et le serveur, et c'est ça qui vous génère des erreurs. Donc là, c'est les principaux codes réponses, mais vous n'avez pas besoin vraiment d'en savoir plus parce qu'il y en a 3 tonnes. Et là, on a les principaux, en tout cas, qui nous intéressent pour notre SEO. On va voir que ce n'est pas que SEO parce que une 404, même en tant qu'utilisateur, ce n'est pas très agréable. Et là, j'ai pris un exemple, la marque Respire, qui est présente aujourd'hui.
je me suis permis de trouver un blog, tachederousseur.com, qui dit voilà les ma trousse de toilette pour les vacances cet été, et il y a un lien vers un déodorant qui renvoie sur une page de Respire. Sauf que sur la page de Respire, le produit, il n'existe plus. Il a été supprimé. Et donc l'utilisateur, en cliquant sur ce blog, il arrive sur cette page-là. Hyper déceptif. À la base, c'était un lien vers un déodorant au citron bergamote. Et il y avait et ça, je l'ai trouvé sur le site même de Respire. Donc ça veut dire qu'il parle du produit qui existe, en plus encore. Et là, il y aurait même pu avoir des liens vers ces nouveaux produits, puisque vous voyez sur leur page de résultats, on a bien le déodorant fleur de coton, douceur monoï, etc., qui sont indiqués sur la gauche. Donc il y a possibilité de renvoyer l'utilisateur directement sur une page qui correspond, plutôt que de lui afficher une page d'erreur. Donc ça, c'est toujours penser aussi quand on crée un lien sur un site. Il faut savoir qu'un lien, on envoie de la popularité à la page d'un point de vue SEO. C'est s'assurer que la page qui est derrière réponde. Et si jamais ça ne répond pas, on verra qu'on pourra faire une redirection 301. Donc là, c'est un peu les 4 steps. Je ne sais pas à quelle heure il... Pardon, excusez-moi. 16, merci. Non, parce que voilà, pas mal de choses à vous raconter. Donc sur ces erreurs 404, pareil, je vous ai mis un peu sous la forme d'un mémo. Comment les éviter au maximum? La première chose, c'est que nous, en tant que référenceurs, on surveille les liens cassés tout le temps. C'est-à-dire qu'on se balade sur le web et puis on se balade sur les sites aussi avec des outils. Et dès qu'on a un lien qui pointe vers une page qui n'existe pas, soit on redirige, soit on supprime le lien parce qu'il n'a plus d'intérêt. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre à jour tous les liens internes ou proposer des alternatives. Effectivement, quand vous arrivez sur une page et qu'il y a juste écrit « page non trouvable, retour à l'accueil », ce n'est pas très incitant. Si vous affichez directement vos top catégories, vous vouliez peut-être aller dans la catégorie déodorant, etc., ça permet à l'utilisateur de rebondir. C'est pour ça que c'est très important d'avoir ce qu'on appelle une page 404 personnalisée, c'est-à-dire une page qui permette de continuer son parcours utilisateur plutôt que de se retrouver vers une voie sans issue. Et donc, quand on a des liens qui pointent vers une page qui n'existe pas, une URL d'un jour, URL toujours, on peut mettre en place des redirections. Et c'est là où on va voir que c'est très important, notamment pour les migrations SEO, j'en ai fait pas mal. Si vous tapez pressminister.com aujourd'hui, vous êtes redirigé vers le site de Rakuten. Je ne sais pas si vous avez fait le test. Vous tapez pressminister.com, hop, vous atterrissez sur Rakuten. Et en fait, c'est une redirection 301, c'est juste le serveur qui dit l'URL a déménagé. Imaginez, vous avez une boutique, une boulangerie, et vous avez vos clients qui viennent vous voir, qui sont habitués, ils viennent acheter leurs baguettes, leurs petits croissants le matin, etc. Et vous trouvez un meilleur emplacement dans la rue qui est derrière. Super, c'est plus grand, vous allez pouvoir avoir un plus bel étalage, etc. Si vous ne prévenez pas vos clients que vous avez déménagé, ils vont arriver devant l'ancienne boutique, ils vont voir boutique fermée, déceptif. Par contre, si vous leur mettez un petit panneau, la boutique a changé, elle est dans la rue qui est derrière, forcément, ils vont suivre et vous allez conserver vos clients. Eh bien, en SEO, c'est exactement la même chose. On va faire des redirections, donc ça se paramètre au niveau du serveur. Vous voyez les développeurs, les personnes de l'IT ou même dans les CMS comme WordPress, etc. On a des petits plugins qui nous permettent de dire rediriger telle URL vers telle URL. Et donc là, on conserve la popularité et on conserve aussi notre internaute. Donc ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça se voit beaucoup sur les marques qui changent de nom de domaine. Il y a toujours des redirections. Il n'y a pas longtemps, j'en ai eu une qui va vous paraître très anodine, mais croyez-moi, derrière, c'était un chantier technique avec 40 personnes. On a changé le nom de domaine france-tv-info.fr en france-info.fr. Vous pouvez me dire, ouais, vous faites plein de redirections, etc. Derrière, il y a plein d'autres implications, mais on a été obligé de rediriger tout le trafic parce que si on ne l'avait pas fait, le trafic chutait. Et là où c'est important, c'est que je vous dis, il faut faire des redirections 301 quand une page n'existe plus pour transférer la popularité, pas perdre l'internaute, c'est très bien, mais vers quoi on redirige? Eh bien, toujours, c'est la même chose en SEO, c'est du bon sens. C'est-à-dire que, tiens, je cherchais sur le slip français un boxer de couleur bleue, par exemple. Si on me redirige, si le produit n'existe plus, mais qu'on me redirige vers un produit qui est similaire, je vais être content. Ça correspond à peu près à ce que j'imaginais quand j'ai cliqué dans les pages de résultats de Google. Si on me renvoie vers une page d'accueil où je n'ai pas tout de suite les boxers qui sont affichés, je vais dire je ne trouve pas ce que je veux et je vais peut-être repartir du site. Donc c'est toujours se dire rediriger vers la bonne page, la page la plus proche en termes de mots-clés, en termes de sémantique. Et pour reprendre un exemple concret que je prends souvent,
J'adore faire les rapprochements, surtout quand on est dans les sites de e-commerce, avec la vraie vie. Imaginez, vous rentrez dans un magasin, vous allez chez Darty, vous venez d'avoir votre appartement, vous voulez acheter une nouvelle télé, vous savez très bien le modèle que vous voulez acheter. Vous la Samsung 45 pouces, Tadali, lalala, QLED, je ne sais pas quoi. Et là, vous arrivez au rayon télé, vous dites au vendeur « Bonjour, je veux cette télé-là ». Et là, il vous dit « Désolé, on ne l'a plus ce modèle. Erreur 404 ». Et là, il fait quoi le vendeur? Il vous fait une redirection 301 vers la page d'accueil. Il vous pousse à l'entrée du magasin. Est-ce que vous êtes satisfait? Non, c'est déceptif. Eh bien, les redirections 301 vers la page d'accueil, c'est catastrophique parce qu'en gros, vous demandez quelque chose de précis et on vous renvoie à l'entrée du magasin. Et en plus, il faut savoir que d'un point de vue algorithmique, si vous avez beaucoup de redirections vers la page d'accueil, ça peut faire chuter vos positions et votre trafic. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai géré il y a très longtemps une migration d'un site de régime et je m'étais occupé du site français en fait. Donc j'avais mis en place toutes mes redirections, ancienne URL produit, nouvelle URL produit, ancienne URL catégorie, nouvelle URL catégorie, ancienne page FAQ, nouvelle page FAQ, etc. Ça fait un gros tableau Excel avec des correspondances à ancienne URL, nouvelle URL. Et donc j'ai fait ça, comme je suis assez maniaque, j'ai fait le truc un peu précisément, j'ai pris du temps. Et ça s'est bien passé. Tant mieux, tout marchait très bien, Google a bien pris en compte, pas de perte de position, etc. Et mon client, il m'a dit « Ouais, c'est bon, j'ai vu comment tu allais faire, je vais faire le site italien. » Je lui dis « T'es sûr ?» Il me dit « Ouais, c'est bon, tu mets une page avant, après, tout ça. Ok. » Je lui dis « T'es sûr, hein, parce qu'on a encore 2 jours pour toi, donc je peux te le faire bien, c'est bon, je gère. » Il a géré, sauf qu'il y avait des grosses variations entre l'ancien site et le nouveau site, même en termes de catalogue, et tout ce qu'il ne savait pas rediriger, il a fait pointer vers la page d'accueil. Il s'est passé quoi? Quand on tapait le nom du site de la marque sur google.it, au lieu de remonter en premier parce que c'était un nom de marque, il était derrière la page Wikipédia, derrière la page Facebook, derrière la page LinkedIn, tout en bas, il y avait la page d'accueil de son site. Pourquoi? Parce que Google, il a considéré qu'on manipulait l'algorithme en envoyant plein de popularité vers une page. Et Google, il n'est pas bête. Quand on voit qu'il a une page précise qui parle d'un produit avec des caractéristiques qui redirige vers une page d'accueil qui ne parle pas du tout de la même chose, ce qu'il fait, c'est qu'il ne tient pas compte de la redirection 301. Et donc, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Donc l'idée, ce n'est pas de rediriger pour rediriger, c'est de rediriger de façon pertinente. Et on a très souvent peur en SEO de se dire « Ah, il y a une erreur 404, il faut absolument rediriger parce que sinon on m'a dit que les 404… » Emmerich a dit que les 404, c'était pas bien. Ça dépend. Ça dépend parce que si c'est une page produit qui avait beaucoup de trafic, une page, tiens, Nike, requin, chaussures blanches, machin, etc., cette page, elle est bien positionnée sur Google, sur la requête, bien sûr qu'il va falloir faire une redirection si la page est supprimée. Par contre, si c'est une page qui n'était pas du tout visible dans les pages de résultats de Google, qui reçoit aucun lien sur le web, si je l'enlève, ça va changer quoi? Pas grand-chose. Donc, on n'est pas non plus obligé de rediriger tout. Il faut savoir que sur un site de e-commerce, quand je supprime un produit, il y a très souvent un nouveau qui prend le relais. Donc là, il faut savoir que la gestion des cycles produits sur un site de e-commerce, j'aurais pu vous faire une conférence de 1 heure dessus. Parce qu'il y a plein de stratégies en fonction des sites, de la taille du catalogue, etc. Gardez une chose à l'esprit, ça marche à tous les coups, c'est le bon sens. Refaites cette histoire de magasin par rapport au nombre de produits, tout ça, et vous verrez, ça va marcher. Il faut aussi faire très attention aux enchaînements de redirection. Et là, vous voyez, j'ai tapé une petite commande magique sur Google qui s'appelle la commande site 2 points. Si vous faites ça, là, j'ai tapé site 2 points priceminister.com et ça me donne toutes les pages indexées du site priceminister.com. Cette capture, je l'ai faite hier. Et il y a plusieurs centaines de milliers de pages qui sont encore indexées. Vous allez me dire pourquoi ils ont fait des redirections? Pourquoi c'est encore là? Parce qu'en fait, ils avaient des chaînes de redirection. Tiens, priceminister.com / tel produit redirige vers rakuten.com / telle URL. Et puis rakuten.com / telle URL redirige vers une autre URL, etc., etc. On peut avoir des redirections qui s'enchaînent. Google déteste ça, parce qu'on a l'impression qu'on le fait tourner en bourrique. Donc il vaut mieux avoir un chemin direct plutôt que de passer par des intermédiaires, sinon Google n'arrive tout simplement pas à les digérer. Ce site-là, il a migré il y a plusieurs années. Vous avez vu, Google, il a encore d'anciennes URL dans son index, ça veut dire qu'il n'a pas pris en compte les redirections. Et puis, la dernière épreuve, qui est l'une des plus importantes, c'est qu'une fois qu'on arrive sur le site, il faut avoir une page qui réponde à la bonne intention de recherche. Et c'est là où on va voir qu'il faut bien miser ses billes sur les bonnes pages. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul gagnant. Ça arrive très souvent, et c'est assez facile sur des sites qui n'ont pas travaillé leur SEO, d'avoir 2 pages qui répondent à la même requête, à la même intention de recherche. Je vais vous montrer des pages juste après, vous allez comprendre. Mais en gros, on peut très bien miser ça sur une page qui parle de solde
canapé convertible, je vais avoir une page promotion canapé convertible. C'est à peu près la même intention de recherche. On cherche des canapés convertibles pas chers. Et si sur les deux requêtes, Google remonte à peu près les mêmes URL, bah, ça veut dire qu'il ne peut y avoir qu'une seule page pour répondre à l'intention de recherche. Donc en général, quand on a un gros site, que ce soit un site de e-commerce, un site d'actu, un site de conseils et services, on se dit qu'une page, une URL va cibler un mot-clé en particulier. Et après, on peut avoir tout un tas d'autres pages autour pour soutenir. Là, je vous parlais du canapé convertible. Je peux avoir une page sur une requête transactionnelle. Maison du Monde, ils ont une page qui s'appelle canapé convertible. Vous tapez canapé convertible sur Google. Vous cherchez à acheter un canapé convertible. Donc, vous vous attendez à tomber sur une page de listing. En parallèle, vous pouvez savoir comment bien choisir. Et donc, vous pouvez avoir une page de FAQ. Comment bien choisir un canapé convertible? Il faut savoir que les matelas ne sont pas tous de la même épaisseur, ce n'est pas le même confort, ce n'est pas les mêmes systèmes de dépliement, déploiement, je ne sais pas comment on dit, les clic-clac, les BZ, etc. Et donc, ça peut être une page de conseil. Et donc, autour d'une même requête, on peut avoir plusieurs pages qui vont soutenir la page principale. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Et là, via un outil qui s'appelle Systrix, on a, sur une requête, on voit que le slip français, un jour, c'est une URL qui se positionne, et puis quelques mois plus tard, c'est une autre URL. Donc là, sur le mot-clé pantoufle, on voit qu'au mois de juin, ils étaient en 32e position des pages de résultats de Google, et puis au mois de septembre, ils sont en 9e position avec une autre URL. Donc un coup, ils ont une page collection chaussons qui se positionne, et un autre coup, c'est une page qui s'appelle les pantoufles qui se positionne. Donc Google hésite, et ça, c'est pas bon signe. Quand Google hésite entre des URL, il ne sait pas trop faire son choix, et donc il en prend une, il en prend l'autre, alors qu'il aurait fallu tout concentrer sur une seule et unique page. Et là, vous avez un autre exemple avec pantalon de pyjama qu'on va détailler, où on voit qu'un coup, il a une page qui s'appelle pantalon de pyjama homme en 10e position sur les pages de résultats de google.fr, et 3 mois plus tard, une autre URL qui s'appelle bas de pyjama homme qui se positionne sur pantalon de pyjama. Et donc, via différents outils, on peut comparer. Vous avez vu la première requête à gauche, bas de pyjama, deuxième requête, pantalon de pyjama. Et on regarde avec les couleurs qu'en réalité, c'est à peu près les mêmes pages qui remontent entre les deux requêtes. Les deux requêtes sont différentes, mais pourtant, en haut, c'est la même page qui remonte. Undies, pareil, il remonte à gauche et à droite sur les deux requêtes. On voit que là où le style français est 3e sur bas de pyjama, il a la même page qui se positionne sur pantalon de pyjama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme les pages de résultats de Google sont quasi identiques, il y a une similarité très forte entre les deux recherches, autant avoir une seule page plutôt que traiter pantalon de pyjama et bas de pyjama sur deux pages différentes. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Posez-vous la question par rapport à votre site web, par rapport aux mots-clés ciblés, de voir si vous n'avez pas des pages qui se tirent une balle dans le pied. Donc au final, on a vu nos petits soucis techniques. Il faut un site rapide, il faut donner de la bonne forme à nos données, il faut bien découper son petit gâteau pour que tout soit beau et que les LLM et Google puissent manger correctement votre contenu. Ah, c'est pas mal ça, manger petit biscuit, je ne l'avais pas. Attention aux erreurs 404, parce que on en a encore beaucoup. Il faut savoir que dans les pages de résultats de Google, quand vous cliquez sur une page et que vous arrivez sur une 404, c'est peut-être qu'il n'a pas encore vu suffisamment la page, mais il faut se dire qu'au bout de quelques jours, il va la déclasser et la faire disparaître. Donc ça, c'est forcément un client de perdu. Les redirections 301, qu'elles soient toujours pertinentes. Et surtout, la structure de votre site, et bien se dire que vont taper mes internautes, quelle est leur intention de recherche. Il faut savoir qu'il y a un gros delta entre ce que vous avez à l'esprit, ce que vous allez taper à l'écran, et ce que Google va comprendre de ce que vous allez taper. Et d'ailleurs, Google, comme les LLM d'ailleurs, ils font ce qu'on appelle du raffinement ou de la reformulation. Vous tapez une requête, et ça veut dire, par exemple, quand vous tapez pizza à côté de chez moi, et là, Google, il vous géolocalise, il reformule la requête, il fait pizza à côté de Saint-Herblain. Et il affiche une page de résultats en fonction. Donc avec ces 5 petits éléments-là en tête, normalement, vous avez de quoi avoir un utilisateur qui arrive rapidement sur votre site, sur une page qui répond à son intention, et l'ajout du produit au panier jusqu'à convertir. Pour la petite anecdote, là, il n'y a pas longtemps, je travaillais pour un site, alors là, ce n'est pas du SEO, mais c'est quand même allé super loin. Ils ont un partenariat avec un site qui gère leurs entrepôts, et à la fin de la conversion, vraiment, quand on est en train de mettre son adresse, etc., pour acheter le produit, pour se faire livrer, il y a un lien vers la boutique du partenaire en marque blanche qui vend lui aussi des lunettes de soleil. Dommage. Donc essayez aussi, entraînez-vous, on ne le fait pas souvent, mais regardez, faites vous-même vos achats, votre parcours utilisateur pour voir si on peut aller jusqu'au bout.
Et l'idée, c'est aussi d'arriver à travailler en équipe. Je trouve ça hyper important. Moi, je suis référenceur. Si je travaille tout seul dans mon coin, ça ne marche pas. Il faut que je travaille avec les personnes de l'UX et les personnes du marketing pour mettre tout le monde d'accord, parce que le SEO tout seul, ça n'a aucune valeur. Donc, l'idée, c'est vraiment, et là, parce que dans Squid Game, il y a justement plusieurs jeux où il faut travailler un peu en équipe, enfin, et puis surtout, ils se parlent entre eux pour savoir ce qui les attend. Et ben, je trouve qu'on est vraiment dans la même démarche, et surtout d'évangéliser et de parler de ce à quoi sert le SEO et pourquoi la technique, elle ne casse pas que le SEO, mais elle casse aussi le parcours utilisateur, parce qu'on ne l'a pas forcément souvent à l'esprit. Je vous remercie. Merci infiniment, Aymeric.